2,7 milliards de joueurs dans le monde en 2021, 500 millions de plus attendus d'ici 2023. Le marché du jeu vidéo est en croissance permanente. On peut même donner des chiffres plus business, 5,6 milliards de chiffres d'affaires en 2021. Un nouveau bilan est sorti aujourd'hui. Pour la France, c'est 1,76 milliard de chiffres d'affaires en 2021. Alors c'est un marché qui continue à attirer des joueurs, ça on l'a compris, qui attire aussi des industriels, mais aussi d'autres acteurs, le marché du B2B, celui du divertissement, de la musique et du marketing aussi. Alors on va faire le point sur tout ça aujourd'hui avec nos invités en plateau. Nous avons Nicolas Chouat, fondateur et président de la société Becarog eSport. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez lancé une nouvelle équipe amateur de eSport, c'est votre actualité. Pour quel jeu ? Alors on est actuellement sur plusieurs jeux, sur League of Legends, ouais. en priorité, et puis on a des jeux de fighting comme Street Fighter. On est aussi présent sur PES, voilà, PES et sur Smash Bros. Alors pour rappel, Becarog eSport, c'est l'alliance en fait de Bunker, le club de jeux vidéo que vous avez fondé en 2010, et de Republic of Gamers, ROG, marque spécialisée dans le gaming, créée justement par le constructeur d'ordinateurs taïwanais Asus. Et donc, j'y viens, à vos côtés, nous avons un représentant d'Asus France, Jonathan Angel, directeur du marketing chez Asus France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Alors Asus est déjà bien implanté dans le secteur du vidéo, puisque vous êtes le premier constructeur de matériel de gaming au monde. Alors pourquoi vous vous tournez vers cette collaboration avec Becarog ? Alors pour nous, elle était relativement naturelle. L'histoire d'Asus, elle est ancrée dans le jeu vidéo. Les premiers produits qui sont sortis aujourd'hui chez Asus, dans notre histoire, c'est des cartes mères, des cartes graphiques. C'est des joueurs, les premiers qui ont pris nos solutions. Et rapidement, quand l'e-sport a évolué, on était présent. On pourra en reparler, mais l'histoire était un peu plus longue. Si on avance jusqu'à la relation avec Becarog, elle était assez simple. C'est qu'on a trouvé finalement des valeurs communes. Nous, on avait déjà des investissements dans l'e-sport. Et quand on s'est rencontrés, quand on a échangé ensemble, on a vu qu'on avait des visions communes, des valeurs qu'on a envie de partager. Et puis ça s'est fait un petit peu naturellement à cette association pour aller un peu plus loin et permettre à des joueurs amateurs de devenir professionnels. Et finalement, nous, notre identité, c'est donner la possibilité à des joueurs finalement d'assouvir leur passion et pourquoi pas demain de gagner leur vie grâce à cette passion. Donc de votre côté, la réponse à cette alliance, c'était peut-être cette question justement de sponsoring, de pouvoir développer, faire vivre une équipe ? Effectivement, en gros, ça s'est fait un peu en plusieurs phases. Déjà, Bunker eSport, c'est une structure que j'avais créée en 2010, qui était une structure plus ou moins amateur. Et ça a mis du temps, parce qu'à l'époque, c'était pas encore développé comme maintenant. Et il fallait, pour faire vivre une structure, avoir des financements, décrocher du sponsoring. Déjà, pourquoi je l'ai créé ? C'est parce que moi-même, j'ai été joueur professionnel. Et à l'époque, en 2004, 2005, 2006, 2007, il n'y avait pas encore ce développement de l'e-sport. C'était pas encore parlant. Et donc, en fait, c'était pour répondre à cette problématique-là et pour apporter aussi, que ce soit au niveau de la formation des joueurs et donc, du financement de mes joueurs, justement, cette partie-là. Donc après, naturellement, avec ce partenariat qu'on a noué avec Asus, on a pu justement créer cet axe stratégique. Et voilà, ça s'est fait vraiment naturellement. Et pour nous, c'est un support qu'on a au quotidien, que ce soit sur la partie équipement, où on a un appui total et puis financier. Donc, non, franchement, aujourd'hui, on est très, 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 très contents. Alors, il y a plusieurs facettes chez Beka, ex-Bunker, aujourd'hui Becarog, qu'on va développer au fur et à mesure qu'on avance dans cette émission, parce que l'idée, c'est d'explorer ensemble ces nouvelles possibilités qu'offre le secteur du e-sport. J'ai donné le chiffre tout à l'heure, 5,3 milliards de chiffres d'affaires, rien qu'en 2021. Pour qui ? Pour les créateurs de jeux ? Alors, c'est plutôt éclaté. Quand on parle de ce chiffre-là, c'est vraiment global. Après, dans le chiffre d'affaires qui est généré, vous avez une partie qui est exploitée par les éditeurs, une partie qui est réservée au sponsoring. Aujourd'hui, en fait, c'est vraiment éclaté, sachant que les éditeurs s'y mettent aussi à l'e-sport. C'est pas quelque chose c'est quelque chose de nouveau. Pour la partie sponsoring, ça représente à peu près 40%. En tout cas chez nous et de manière générale et globale. Et puis après, vous avez toute la partie publicité, droit télé,
Et la partie hardware, finalement, les machines. Ouais. Dans le marché du jeu vidéo, quand on parle de jeu vidéo dans son ensemble, qui est la première industrie aujourd'hui de divertissement en France, on a effectivement la partie software, éditeur, et hardware, équipement. Dans l'équipement, il y a les consoles, donc les Xbox et les PlayStation. On compte également aujourd'hui les devices qu'on appelle donc même les smartphones, aujourd'hui mobiles, on en a chez Asus ROG, les téléphones dédiés aux gamers, évidemment les PC portables également. Aujourd'hui, on est plus sur un 60%, on va dire, software, éditeur, et 40% hardware sur ce marché-là. Et au sein de l'hardware, on a vraiment entre l'IT, donc smartphone et PC, un 50-50 entre l'IT et les consoles aujourd'hui. Donc le marché est très dynamique, il est en croissance constante. Et nous, on le voit sur le marché des ordinateurs portables aujourd'hui, gamers, qui tire la croissance du marché global des ordinateurs portables. Alors, Beka, vous étiez donc aussi un groupe, vous êtes toujours d'ailleurs, un groupe d'événementiel. C'est la preuve aussi que le e-sport, ça peut être un vecteur de communication aujourd'hui ? Ça peut être un vecteur de communication. Nous, en tout cas, dans l'approche, j'ai mis à peu près, on va dire 10 ans pour pouvoir sortir un véritable modèle. Nous, aujourd'hui, chez Beka, on s'appuie sur des forces. On a notamment l'appui d'une société qui s'appelle WGF, donc avec un produit qui s'appelle Place. Donc je suis un des cofondateurs. Et en fait, à l'époque, c'est vrai que, quand je vous parle de ça à l'époque, c'est 2004, 2005, j'ai eu la chance de travailler avec certains éditeurs. Et puis on s'est rendu compte que ce qui revient souvent, c'est la partie solution logicielle pour la gestion d'événements, la gestion de tournois. Et donc en fait, il était pour moi logique et normal d'apporter en fait ces solutions-là en fait au quotidien. Donc pour nous chez Beka ROG, on s'appuie en fait vraiment sur des fronts importants, donc que ce soit la partie logicielle. On a aussi chez nous toute la partie entertainment. Donc aujourd'hui on a il y a un exemple là qui peut peut-être aider nos téléspectateurs à imaginer comment on peut utiliser le e-sport aujourd'hui pour faire de la communication, pour créer l'événement. On peut citer le concert du rappeur Gazo dans GTA V, Roleplay. L'impact médiatique, quand même, je le rappelle, c'était 2,7 millions de vues cumulées avec un pic de spectateurs à 59 millions. Ça a fait le tour de la presse spécialisée. C'est ce qu'on voit à l'image. Donc c'est assez impressionnant de quitter le monde réel pour arriver dans le virtuel et de faire des chiffres qui sont presque meilleurs que ce qu'on aurait fait avec un spectacle en présentiel. Ça fait partie de... peut-être est-ce qu'on peut englober ce genre d'événement dans les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure en chiffre d'affaires ? Est-ce que ça fait partie de l'avenir du e-sport aussi ? Pour nous, c'est une nouvelle manière déjà de communiquer. Après, la structure en elle-même, et avec notamment le soutien d'Asus, on essaye toujours de proposer des choses innovantes, et même en termes d'expérience, que ce soit pour ceux qui viennent regarder un show, un live, il faut que ce soit intéressant. Et même on travaille avec des maisons de disques pour l'artiste, qui est donc notamment Gazo. C'était très intéressant, c'était une première expérience aussi pour lui. Et l'objectif, c'était vraiment de pouvoir en fait créer en fait ce truc en 360 où chacun en fait est gagnant. Et donc voilà, nous on essaie à chaque fois d'innover à notre manière, puis toujours grâce au soutien d'Asus qui était présent. C'est un vecteur intéressant pour vous aussi, en tant que constructeur, de pouvoir bénéficier de cette visibilité, de voir ces outils marketing intégrer le e-sport aujourd'hui. Ça vous donne aussi à vous et aux autres constructeurs, puisque vous n'êtes pas le seul, de la visibilité. Vraiment, c'est une réelle opportunité. Donc, on a su identifier assez tôt l'e-sport naturellement, parce qu'on y est présent depuis longtemps, et on voit ces liens qui se créent finalement, naturellement, entre la musique. On a parlé aussi le jeu vidéo, le sport. Et ça, c'est un exemple concret, finalement, sur la musique. Donc, c'est pas vraiment le marché du jeu vidéo en soi, là, sur ce type d'exemple-là. On va vers le métaverse. Vous en parliez juste avant, effectivement. On est complètement dans ces sujets-là. Et donc, on est un petit peu sur le divertissement de demain, même si ça a lieu aujourd'hui, où on tente des expériences. Et quand on se rend compte que le public est au rendez-vous, on se dit que peut-être qu'on a trouvé quelque chose qui est à creuser. Et donc, est-ce qu'on parle encore de gaming ? C'est la croisée des mondes. C'est la croisée des mondes, en fait. C'est la croisée des mondes entre le gaming, la musique. Au final, c'est des audiences qui se croisent. Et l'objectif, en fait, c'est de vraiment en fait, trouver la bonne clé. Alors, vous avez mentionné Place, dont vous êtes le cofondateur. C'est une plateforme de tournoi administrable en marque blanche. Ça, c'est un autre exemple. Aujourd'hui, le gaming, c'est du B2B. C'est ça. C'est du B2B. Et en fait, Place, c'est une plateforme qu'on a créée. Pourquoi ?
je me raconte toujours des histoires, mais moi à l'époque, j'étais champion, j'ai participé à plein d'événements, j'ai fait plein de tournois, etc. Vous étiez coach aussi? J'étais aussi coach, j'ai gagné plein de choses, plein de titres. Mais voilà, aujourd'hui, si on cherche mes données, mes datas sur mes événements, ce que j'ai fait, c'est des choses que vous n'allez pas forcément pouvoir retrouver assez facilement. Et en fait, l'objectif de Play, c'était d'avoir une plateforme qui déjà soit capable de regrouper toutes ces datas. Et ensuite, la deuxième fonction, c'était aussi de pouvoir proposer aux marques un espace, un lieu dédié où ils pourraient faire vivre leur communauté, organiser des événements, créer des news, etc. Avoir un espèce de... comment dire ça? Avoir une plateforme qui vous fasse tout. Voilà. Gérer vos événements de jeux vidéo. Une formule clé en main. Voilà, une formule clé en main. Donc au début, c'était un pari fou. Mais au final, on a réussi, il y a à peu près 1 an, à sortir cette plateforme-là. Et puis... voilà, aujourd'hui, on en est quand même très, très content et on a des très bons clients en plus. Le B2B, c'est un virage qui intéresse aussi Asus et les constructeurs en général? Alors forcément, nous, on a 2 B2B. Le premier B2B, c'est équiper les entreprises d'un ordinateur portable. Oui. Et le deuxième, c'est le travail en collaboration qu'on peut avoir. Et typiquement, pour nous, c'est une vraie solution d'administrer des tournois au nom d'Asus ROG. Plutôt que de se dire, effectivement, est-ce qu'on va participer à un tournoi avec un éditeur de jeu? Demain, effectivement, grâce à ce type de solution, on peut travailler nos propres tournois. Un tournoi qu'on va appeler le tournoi Republic of Gamers. Et des joueurs peuvent s'inscrire. On peut s'y attendre à ça ou pas? Bien sûr. C'est en projet? C'est complètement en projet. Et on essaie de le faire aboutir pour 2022. C'est intéressant pour les joueurs, c'est intéressant pour la marque, évidemment, d'un point de vue marketing. Et c'est intéressant aussi pour dénicher des talents. Demain, de trouver des joueurs qui vont performer dans ces tournois et se dire pourquoi pas les passer professionnels dans notre structure. Donc là, vous êtes associé avec Bekarog. Donc l'idée, c'est pas de créer une équipe Asus, c'est de créer ensemble... Tout à fait. C'est notre équipe Asus, nous, c'est notre co-équipe. Il faut savoir que dans notre ADN, on avait l'e-sport et on avait commencé par la formation. On avait créé ce qu'on appelle la ROG School, donc l'école du gaming. C'était une des premières. Donc on prenait des jeunes qu'on avait identifiés dans notre communauté et on essayait de les aider à devenir professionnels. C'était déjà il y a au moins 5 ans. Et c'est vrai que beaucoup sont devenus professionnels. Après, le milieu de l'e-sport s'est professionnalisé et on s'est dit... nous aussi, on va peut-être professionnaliser nos joueurs et avoir une équipe professionnelle. Et dans cette démarche-là, on s'est rendu compte qu'effectivement, nous, en tant que marque, c'est peut-être pas notre savoir-faire premier. Et qu'en tant que marketeur ou communicant, on avait aussi d'autres projets. Et on a essayé de trouver des partenaires pour ça. Et c'est là qu'on a discuté ensemble. C'est là qu'on s'est dit, plutôt que nous, Asus ROG, aller mettre un gros logo sur une marque déjà très bien installée, comme aujourd'hui les grandes équipes qui sont dans les tournois européens, c'est intéressant peut-être d'un point de vue communication, mais nous, on est une marque endémique dans le jeu vidéo. Et on voulait co-créer, on voulait aussi mettre un petit peu les mains ensemble là-dedans et pas simplement être visuellement présent sur le maillot. Et c'est là où effectivement on s'est trouvé et on s'est dit qu'il y avait des choses à faire. C'est ça. Alors il y a une notion dans votre projet qui est aussi celle de porter des sujets comme la diversité ou l'intégration sociale. Globalement, c'est un sujet qui émerge et qui accompagne le gaming, le e-sport depuis quelques années. D'abord le sujet de la diversité, évidemment. Quand on parle de jeux vidéo, on pense équipement, on pense pas forcément accessibilité. Alors comment vous tournez vers ces sujets d'intégration sociale? Nous, simplement pour vous expliquer un peu ce qu'on fait chez Bekarog, on a un certain nombre de joueurs qui jouent chez nous. On essaie de donner la chance à tout le monde. On a par exemple des joueurs qui sont notamment en Afrique, qu'on a détecté récemment, et notamment à Madagascar, au Cameroun, et on a été en fait amené à creuser des tranchées, à faire venir en fait Internet jusqu'à chez eux pour qu'ils puissent justement participer à des événements, compétir. Et donc certains se sont même qualifiés, ont même participé à des championnats importants. Et en fait, c'est ça dans l'aventure, c'est vraiment de pouvoir en fait apporter toutes ces solutions, aller au bout en fait. Moi, j'ai une autre casquette, donc celle d'organisateur. Je suis amené souvent à organiser des événements en Afrique et c'est vraiment quelque chose que je porte, que je mets en avant. On est capable de faire des événements en Europe, on en fait en Afrique, on essaie de faire des événements de la même échelle et de proposer au final la même expérience pour les joueurs. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment en fait pouvoir apporter cette expérience-là à ces jeunes-là. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous renforce chez Beka. Comment vous faites votre part dans cette responsabilité d'intégrer plus de diversité sociale,
de permettre peut-être cet ascenseur social aussi dont on parle par le biais du jeu vidéo en tant que constructeur. Bien sûr. Bon, chez Azus, on a 2 combats. On a un premier combat qui est l'électronisme. Oui. C'est vraiment un sujet que nous, on a aujourd'hui à cœur. On le combat, on travaille avec différentes associations, effectivement, pour combattre ce sujet-là. Sur le sujet gaming, maintenant, de manière plus claire, un de nos premiers combats, c'était d'aller chercher des joueurs qui pas forcément étaient bien équipés et qui travaillaient sur du matériel qui était vraiment bas de gamme, et pouvoir leur donner cette occasion de briller. Et on a des très belles histoires de gens qui, effectivement, via le jeu vidéo, ont eu un ascenseur social. Et aujourd'hui, ont des milliers, ou pour certains des millions de followers sur Twitter, sur Twitch, et vivent une vie incroyable grâce aux jeux vidéo. Et c'est vrai que si on regarde peut-être 10 ans en arrière, jamais on aurait pu imaginer ça. On avait le cliché du joueur un petit peu dans sa chambre. Et presque souvent un peu isolé, et qu'est-ce qu'il fait tout le temps sur son ordinateur, et on se rend compte qu'aujourd'hui, ça peut être vecteur finalement de réussite sociale également. Oui, parce qu'effectivement, il y a cette question d'innovation technologique qui est difficile parfois à combiner avec l'accessibilité en termes de prix. Ce sont des prix assez élevés aujourd'hui pour avoir un équipement qui tourne suffisamment bien pour ne pas être en plus pénalisé par rapport à ses collègues qui vont jouer sur le même jeu. Donc l'innovation technologique, c'est aussi au cœur de ce que vous proposez. On a parlé tout à l'heure de smartphones, d'ordinateurs. Je crois que vous avez amené avec vous aujourd'hui votre dernière innovation. Alors il y a eu l'iPhone dédié au gaming présenté en 2018. Ça fait partie des vecteurs aussi d'accessibilité. Tout à fait. Nous, notre objectif, c'est toujours, notre credo, c'est in search of incredible. Donc à la recherche de l'incroyable, pousser tout le temps l'innovation. Mais qui dit pousser tout le temps l'innovation, finalement, c'est une innovation de réussir à la faire redescendre sur l'ensemble des gammes. On a des exemples, typiquement sur Asus, on est vraiment spécialisé sur l'ordinateur portable. On avait commencé à mettre des seconds écrans sur des claviers. Donc imaginez votre clavier qui est scindé en deux et vous avez un deuxième écran finalement sur votre clavier. Cette technologie a commencé sur des produits plutôt élevés, sur le haut de gamme. Et petit à petit, finalement, on appelle ça la descente technologique. On arrive à mieux rationaliser nos coûts et apporter ces innovations sur l'ensemble de la gamme. Et aujourd'hui, vous avez ces seconds écrans sur des ordinateurs à 499 €, 699 €. Et c'est un petit peu l'objectif aussi sur le gaming. Quand on sort un tout nouveau produit avec les dernières cartes graphiques, forcément, c'est des prix qui sont élevé pour un ordinateur portable. Il est extrêmement performant. Mais avec le temps, on arrive aussi finalement à utiliser peut-être les anciennes générations de cartes graphiques pour les mettre sur des ordinateurs plus accessibles. Et aujourd'hui, vous pouvez acheter un ordinateur portable performant pour jouer aux vidéos sous 1 000 €. C'est possible. Alors, un autre sujet que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, on a parlé de ce monde de la musique, on a parlé du e-sport comme vecteur d'intégration sociale, aussi comme opportunité pour le B2B, pour le marketing, pour la communication, pour la musique. Parlons du rap, puisque je crois qu'Orelsan est l'ambassadeur de l'équipe Becarog. Pourquoi ? Quel est le lien entre le jeu vidéo, le e-sport précisément, et le rap? Le e-sport et le rap, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des audiences qui sont communes. Après, en ce qui concerne Orelsan... C'est le même public, vous voulez dire? Oui, c'est le même public, c'est les mêmes audiences, donc voilà. Et puis, pour Orelsan, c'est cool d'être cool avec lui. Il a une réputation de joueur, c'est pour ça? C'est un joueur, il aime beaucoup les mangas, et voilà, on a eu un bon feeling. Et c'est un très bon ambassadeur. Ouais. Après, on le laisse... souvent gérer sa communication, Mr. Aurel. Jonathan, l'association Azus Rap, c'est pourquoi? C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Pour nous, c'est ce qu'on appelle l'extorsion d'audience. Vous savez, le jeu vidéo, on le disait tout à l'heure, il pouvait paraître cliché. On a encore des joueurs qu'on appelle les hardcore gamers, qui aujourd'hui, eux, ils s'intéressent qu'aux machines et aux jeux vidéo. Mais quand on commence à regarder les autres passions des joueurs, on découvre qu'il n'y a pas que le jeu vidéo. La musique en fait partie. Le rap, pour moi, est une des musiques que certains joueurs aiment. Il y a aussi d'autres joueurs qui aiment tout au type de musique. On a aussi des métalleux qui adorent le gaming. Donc c'est assez large. Mais on a eu effectivement des possibilités de connexion autour du rap, autour du hip-hop de manière générale, qui se sont faites et qui ont fonctionné. On l'a vu avec Gazo tout à l'heure lors du concert. C'est évident que des noms comme ça attire aussi, on en revient à ce vecteur marketing du e-sport, mais ça attire des marques, ça attire du public et donc des marques parce qu'il y a une audience qui se crée, qui est donc évaluable financièrement aussi. Donc l'idée c'est ça en fait, c'est de faire sortir le e-sport aussi de la chambre, comme vous l'avez dit, et d'en faire aussi un vecteur de nouveaux marchés. Clairement, et on est aujourd'hui dans des stratégies de communication. Dans mon métier, marketing, c'est aussi de réfléchir à ça, de réfléchir à nos audiences, qu'est-ce qu'elles attendent d'Azus et Drogue aujourd'hui. Et on trouve finalement
des liens et des passions. Et quand on voit les résultats qu'on a eus encore une fois sur le concert, on se dit qu'on a peut-être touché quelque chose d'intéressant. Après, il faut rester ouvert. Il y a beaucoup d'autres pistes et il faut toujours être à l'affût finalement de ce qui va être possible de faire et continuer d'innover, même dans nos communications finalement. Quel secteur pourrait être intéressé par le e-sport ? Par le e-sport, on a par exemple un client avec qui on a travaillé qui est Ikea, qui est non endémique. D'accord. Et avec eux, on a fait une très très belle opération, notamment d'ailleurs. C'est en collaboration avec Asus, en plus. Donc c'était sur une gamme. Pour la petite histoire, on a créé une collaboration avec Ikea. L'idée, c'est d'avoir du matériel, du bureau, c'est ça ? Exactement. Donc on a fait du mobilier Ikea brandé Republic of Gamers. D'accord. Et donc finalement, vous pouvez acheter un bureau, une lampe, une chaise chez Ikea, matériel Ikea, qui est effectivement fait en collaboration avec Asus Republic of Gamers. Et ils ont voulu prendre la parole, créer un tournoi que Nicolas a pu mener pour Ikea. Avec Place notamment. Avec Place en marque blanche, donc la proposition d'événements en marque blanche. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau aujourd'hui pour qu'on puisse décortiquer ensemble tous les vecteurs possibles grâce aux jeux vidéo, grâce au monde du gaming aujourd'hui, du e-sport, qui représente quand même des millions de joueurs aujourd'hui dans le monde et qui est donc un vecteur à la fois d'évolution sociale, de diversité. Vous le disiez, vous développez un marché aussi en Afrique pour donner accès aux concours européens à tous. C'est ça. Et puis c'est aussi un nouvel outil de communication dont on n'a certainement pas fini de parler et donc de suivre les événements qui iront avec. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Jonathan Angèle, je rappelle que vous êtes directeur marketing chez Asus France et vous, Nicolas Chouat, fondateur et président de la société Bekarog eSport. On poursuit quant à nous notre émission quotidienne Smart Tech, mais d'abord ne partez pas trop longtemps, vous avez une courte page de publicité et on se retrouve juste après.